Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Cela fait exactement un an que je me suis offert cette petite 61 EDPH et cette monture AZGTI. Alors je vous en ai déjà parlé dans des épisodes un peu dédiés, donc 4 épisodes sur la 61 EDPH et puis des épisodes sur les différentes montures nomades et notamment on avait parlé de la ZGTI. Alors aujourd'hui j'aimerais vous proposer un petit bilan un peu pour faire un bilan avec un an d'expérience sur ce matériel, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, et puis surtout parler aussi un petit peu des perspectives parce que j'ai comme qui dirait beaucoup de choses qui ont changé sur cette lunette. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors effectivement, quand j'ai acheté cette lunette, je l'ai commencé à l'utiliser, bien évidemment, avec un appareil photo Sony A7S défiltré. Sachant que donc sur cette lunette, il est possible de mettre un filtre contre la pollution lumineuse à l'intérieur. Donc j'ai fait quelques photos à la maison et j'ai fait des photos bien évidemment après ça en vacances, que ce soit cet été ou que ce soit à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran. Très vite, j'ai compris qu'il était intéressant et judicieux d'aller acheter une monture AZGTI. J'avais une Star Adventurer classique, mais là, on est sur un instrument qui va permettre d'aller chercher des nébuleuses, par exemple, que l'on ne voit absolument pas au live view et tout ça. Donc ça vaut quand même peut-être le coup de passer effectivement sur cette monture. La ZGTI était à l'époque le meilleur compromis, puisque dans les montures GoTo équatoriales pour faire vraiment de l'hyper nomade, il n'y avait pas tellement d'autres alternatives. Très clairement, ce petit combo fonctionnait franchement bien, avec un énorme défaut quand même. La mise en station de la ZGTI se fait avec la raquette SynScan. Or, on m'avait offert une raquette SynScan qui ne fonctionnait pas, et en plus de ça, le connecteur de ma monture ne marchait pas non plus. Alors depuis, j'ai réparé tout ça, j'ai une raquette SynScan, vous aurez bientôt un épisode d'ailleurs sur la mise en station avec la raquette SynScan. Donc la mise en station, je la faisais par exemple avec un Polemaster. Et effectivement, ça marche, mais également la méthode que vous avez pu voir, donc la mise en station au live view. Au final et en définitive, ce que je peux dire, c'est que je suis plutôt satisfait du combo. Ça fonctionne très bien. On peut effectivement avoir de toute façon les fonctionnalités aussi de mise en station et de GoTo avec l'application SynScan sur smartphone. Donc franchement, plutôt bien. L'inconvénient, elle s'alimente par des petites piles internes, mais surtout elle s'alimente en 12 volts. Donc en fait, globalement, elle n'a pas du tout la même autonomie qu'une Star Adventurer classique. Et on va être très vite obligé d'aller passer sur un bloc d'alimentation avec un convertisseur, donc là j'en ai un, c'est un convertisseur USB 5 volts vers 12 volts, ou carrément une alimentation 12 volts. Avec ce petit combo là, et puis une fausse batterie, et une couverture chauffante, il va commencer à falloir avoir une alimentation quand même un petit peu plus conséquente que ce que j'utilisais avant. Mais je suis quand même très très satisfait du résultat, très sincèrement, de pouvoir utiliser le GoTo et sur cette monture est quand même franchement assez confortable, et donc bien évidemment je l'utilisais avec la 61 EDPH. Cet été, enfin en fin de l'été, septembre, je me suis acheté cette 294 MC à Jérôme qui va se reconnaître, et j'en suis hyper satisfait. Donc assez vite j'ai acheté le diviseur optique et le passe-filtre. Alors il y en a un que j'ai trouvé d'occasion, l'autre que j'ai acheté chez Enastros, ainsi que le contrepoids d'ailleurs. Et ce contrepoids, je le regrette absolument pas parce qu'il est fin, donc il est bien à transporter. Il fait 1,5 kg au lieu de 1 kg, et en fait on va pouvoir bien l'écarter, donc on va éviter de trop charger en masse l'ensemble de la monture. Alors effectivement on a de la flexion, mais il ne faut pas oublier que l'ensemble de la monture n'est pas prévu pour être mis sur une base équatoriale. Il se trouve qu'un ami abonné de la chaîne m'a offert cette deuxième monture AZGTI, et avec surtout cette base équatoriale qui est la base équatoriale de Williams Optics, qui est un peu plus conséquente que celle de la Star Adventurer, et franchement qui est plus stable, notamment au niveau de la flexion. Dans ce sens-là, la Star Adventurer a quand même un peu cette espèce de défaut qui est quand même pas tip top. Un autre abonné que je remercie également m'a offert un Azier, donc assez logiquement en fait il allait falloir assembler un petit peu tout ça. Donc effectivement la caméra 294 MC, je l'ai acheté justement en lien avec l'Azier,
j'ai acheté donc la caméra de chez Zuo. J'ai une caméra de guidage qui se trouve en dessous par le diviseur optique. C'est une Zuo donc quasi 120 mini et le EF, là encore reconnu par l'Azier. Le gros défaut de l'Azier, vous le savez, c'est que tout est fermé et que ça ne commande finalement que le matériel de chez Zuo, à l'exception d'appareils photo numériques et de montures. Donc on est quand même obligé d'acheter les caméras et le focuseur et éventuellement la roue à filtre motorisée de chez Zuo. Je suis très satisfait du résultat, je dois le dire très honnêtement. Elle est géniale. L'ensemble, là, le petit package final est génial. Alors bien évidemment, il faut l'alimenter cette fois avec une grosse alimentation. Celle-là de chez Omegon Pro est géniale. Elle coûte un petit peu cher, je vous mets le lien dans la description. Mais franchement, elle marche super bien. Globalement, j'ai une nuit d'autonomie avec le peltier de la caméra, avec l'ensemble des différents périphériques. Donc autour du télescope, franchement ça marche génial et donc en fait on peut se programmer carrément une séquence où ça va aller photographier pendant 8 heures d'affilée et la batterie n'est pas vide à la fin de la nuit, et ce en plein hiver. Donc en plein été il n'y aura absolument aucun problème d'autonomie. Franchement c'est le combo idéal. Elle est pas très volumineuse, donc franchement ça marche bien. Je me suis offert ce trépied en carbone qui a un inconvénient au niveau du réglage en azimut. On n'a pas de liberté sur le réglage en azimut. On devra préorienter le trépied avant de faire la mise en station. Par contre, il est franchement bien robuste et j'ai bricolé, là je ne l'ai pas mis, un support pour bien écarter les pieds et avoir une rigidité parfaite. Le trépied est beaucoup plus léger que celui proposé par Zuo et a beaucoup moins de flexion. Et donc au final, j'ai un setup nomade qui est vraiment super top aujourd'hui et j'en suis absolument ravi. Vous le savez, j'ai également acheté ça. Alors il est masqué là par ça me sert d'isolation thermique, notamment en hiver. Donc là c'est le Daystar Quark Gemini avec l'interférence Eliminator et une caméra qui m'a été offerte. Il s'agit donc d'une Zuo Asi 1600 donc monochrome, que j'utilise pour faire du solaire et que j'utilise donc du coup sur la 61 EDPH avec des résultats très intéressants. Donc ce que je peux dire, c'est que in fine, la 61 EDPH a une polyvalence qui est extraordinaire parce qu'on peut l'utiliser avec un appareil photo qui a des gros photosites comme un A7S. On peut l'utiliser avec une caméra qui a des photosites quand même beaucoup plus petits. Et franchement, il n'y a pas de défaut à partir du moment où on a bien réglé le back focus. On a vraiment une image qui est vraiment nickel de bord à bord. Ce que j'ai envie de dire quand même parmi les gros défauts de cette monture, alors il y a sa limite de masse et éventuellement un peu de backlash en déclinaison. Par contre, dans les gros défauts de cette monture, c'est au niveau du pilotage, c'est-à-dire que vous pouvez connecter une raquette SynScan et c'est sur la raquette SynScan que vous allez mettre le port ST4 de la caméra de guidage. Vous êtes obligé d'acheter la raquette SynScan pour faire de l'autoguidage par le port ST4. Premier inconvénient. Du reste, elle n'est pas vraiment prévue pour quand même cette monture. Au départ, c'est une monture d'observation azimut. La deuxième chose, effectivement, c'est que la construction mécanique des roulements de la monture font qu'elle n'est pas non plus strictement prévue pour de l'équatorial. Très sincèrement, j'ai aucun problème avec. Le suivi est super propre. Mes étoiles sont toujours systématiquement ponctuelles. Très sincèrement, elle fonctionne impeccablement. Mais il faut quand même le garder à l'esprit que effectivement, elle est au départ pas tellement prévue pour ça. Elle peut se piloter en Wi-Fi par un PC avec l'application SynScan. La qualité d'émission-réception du Wi-Fi est plutôt bien, c'est-à-dire que là, la monture, si je suis là, elle s'accroche à ma box et mon PC étant sur ma box, j'arrive à reconnaître les montures sans problème. C'est meilleur en fait que l'Azier Pro en termes de qualité de Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Alors par contre, si vous voulez relier la monture à un ordinateur, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Vous pouvez utiliser un cordon, ce qu'on appelle EQ Mode, 6 broches vers port USB, ok. On arrivera à faire reconnaître la monture, mais là-dessus, vous allez donc devoir utiliser Ascom, en utilisant le Ascom EQ5, EQ6, visiblement. Là-dessus, vous allez arriver à commander le GoTo de la monture, ça marche. Par contre, je n'arrive pas à commander l'autoguidage. Je suis sous Windows 11 et apparemment, il y a des gros problèmes de compatibilité sous Windows 11. Donc, PHD 2 pour faire de l'autoguidage en pulse guiding directement sur la connexion de la monture, ça ne fonctionnera pas.
Je peux utiliser l'autoguidage si jamais je me connecte en Wi-Fi à la monture et que j'utilise à ce moment-là Ascom vers l'application SceneScan, et c'est l'application SceneScan qui reliera par Wi-Fi les commandes. Et donc c'est ce que j'utilise quand je fais par exemple du solaire. Donc là il y a un vrai problème, et c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller pousser vers l'ASIR, parce que là avec l'ASIR par contre ça fonctionne au poil, c'est franchement impeccable. Ce que je peux dire, c'est que la mise en station par l'ASIR est pas pratique. Personnellement, vous aurez bientôt un tutoriel sur la chaîne. Je la trouve pas très pratique parce que sans doute la base est pas non plus extrêmement précise. La 61 EDPH est donc assez formidable. En solaire, elle est absolument géniale. Donc voilà un peu les bilans. Je suis globalement très satisfait de mon choix. La seule limite à l'utilisation de cet instrument, c'est plutôt pour le lunaire et le planétaire. On manque de diamètre, donc on manque de pouvoir séparateur pour le lunaire et pour le planétaire. En lunaire, on arrive à faire des choses sympas, mais si vous voulez, on pourra aller taper des détails de 1 km, voire de 500 mètres. C'est pas avec cet instrument-là qu'on partira. Il faudrait pouvoir monter en diamètre, et noter une chose, c'est que la ZGTI, avec la 76 de DPH, ça passera, avec la 94, c'est mort. Voilà pour un premier bilan à propos donc de cette 61 DPH et de ma monture AZGTI. Donc au fur et à mesure, vous avez eu tout ça un peu dans les épisodes. Moi, je profite de cet épisode pour vous annoncer plusieurs choses. Je vais sortir une série d'épisodes. L'un pour parler vraiment des avantages et des inconvénients d'une caméra refroidie par rapport à un Sony A7S. Le deuxième pour parler de la mise au point électronique avec une télécommande ou justement avec le ZWO EAF. On va parler également du montage de la caméra sur la 61 DPH et globalement sur des lunettes astronomiques avec correcteur. Et on fera aussi un épisode sur l'ASIR. Il y a quand même pas mal de choses à voir. L'objectif de chacun de ces épisodes, bien évidemment, c'est de vous donner toutes les billes pour pouvoir le faire par vous-même. On ne sera pas simplement sur de la présentation, mais on sera quand même aussi un peu dans la manipulation et dans les tutoriels. Voilà, alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté Astro, à aller consulter tous les différentes playlists sur la chaîne, tous les différents tutoriels. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous avez des personnes qui cherchent un setup nomade. Je crois qu'on est vraiment sur quelque chose de très optimisé. Vraiment, je suis très satisfait du résultat. Il faudrait vraiment avoir pas mal de vent pour que ça commence un peu à trembler. Et donc ça, même par 30 km/h de vent à Saint-Véran, ça fonctionnait sans aucun problème, voire même 60 km/h, ça fonctionnait. Donc, alors il y a moins de pression atmosphérique à 3000, mais ça fonctionne bien. Donc on est vraiment sur un setup vraiment universel. En se débrouillant bien, en fait, on pourrait presque laisser la monture et la lunette ensemble lors du transport, et presque en fait transporter l'ensemble d'un coup sans avoir à le démonter. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné toutes les billes, et puis je vous dis à très bientôt pour les différents épisodes que je vous ai annoncés, qui seront des épisodes qui ont pour but justement de vous donner toutes les billes pour pouvoir le faire par vous-même. C'est pas simplement une présentation, on ira un peu plus dans le tutoriel. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté Astro. Merci, au revoir.